Oui, alors bonsoir à tous. Nous reprenons cette séance, c'est la troisième. Pourquoi Marx a raison avec Antoine Vatan, merci à lui. Et aujourd'hui, donc on va voir encore des courbes dont les tendances ne laissent aucune illusion sur l'avenir que nous réserve le capitalisme et sur son avenir à lui, en traitant de l'augmentation de la composition organique du capital. Mais pour ce faire, il va falloir que Antoine nous explique en une heure, ce qui est une gageure, hein, parce que c'est pas évident à faire, revenir sur les fondements même de la théorie de la valeur chez Marx. Et j'annonce tout de suite, puisque à peu près on a le plan à peu près clair, dans une quatrième séance, Antoine rentrera dans le chou, si je puis me permettre, des économistes les libéraux actuels. Je ne dis pas le néolibéraux parce qu'ils détestent ce terme, mais c'est vrai qu'il n'a pas lieu d'être. Bonsoir à toi, Antoine. Bonsoir Émeric, bonsoir à ceux qui auront de nouveau la gentillesse de nous écouter. Donc effectivement, comme tu le mentionnais, on va, disons, faire un pas en arrière, puisque depuis les deux premières séances, on a vu, disons, les conséquences de la théorie de la valeur chez Marx, baisse du tendanciel de profit, qui est la conséquence majeure, et puis on a vu les contre-tendances qui définissent le stade impérialiste selon Lénine. Bon, il faut revenir un petit peu, j'allais dire, à la source de tout ça. C'est-à-dire, pourquoi Marx en vient-il à dire qu'il y a baisse tendancielle taux de profit? Et pourquoi, surtout, ça mène à une crise? Parce que la baisse tendancielle du taux de profit n'est pas propre à Marx. Chez Smith et chez Ricardo, on trouve déjà une baisse tendancielle du taux de profit, sauf que, alors, comme tu le disais, c'est une gageure, donc en une heure, on va faire énormément de raccourcis. Les docteurs S libéraux et les docteurs S Marx nous pardonneront. Mais disons que chez Smith et Ricardo, la baisse tendancielle du taux de profit est due simplement à une augmentation du degré de concurrence. Et en fait, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, et on atteint le fameux équilibre qu'on mentionnait la dernière fois, quand le profit est égal à zéro. Et finalement, la satisfaction du consommateur est maximale, puisqu'il n'y a plus de profit, il n'y a plus de rente. Il y a simplement l'intérêt qui rémunère la prise de risque du capitaliste, et puis le salaire qui rémunère le labeur du travailleur. Bien, alors chez Marx, il n'est pas du tout expliqué de cette manière-là. Et comme tu le disais, on se réserve nos critiques pour une prochaine séance. Ce serait trop long de tout faire d'un coup. Donc on va se contenter d'expliquer la théorie de la valeur de Marx. Et encore une fois, on va le faire de manière probablement raccourcie, mais on va essayer de, disons, d'extraire ce qu'on appelle le noyau rationnel. Et j'ajoute ce qui est absolument précieux dans tout ce que tu apportes, c'est aussi les statistiques actuelles qui montrent Ouais. quoi justement cette idéologie, enfin cette théorie continue à jouer aujourd'hui et est plus présente que jamais. C'est ça, j'allais dire, la grosse différence par rapport à des cours formels de marxisme, même si on voit peut-être des gens qui pourraient faire ça en 10-15 heures, parce que peut-être que ça prend du temps, mais comme ça, on va aller directement aussi aux statistiques que tu apportes. Mais tu m'as dit aussi en off que effectivement, c'était pas forcément si facile que ça à calculer la composition organique du capital. On va voir ça. Mais il faut quand même revoir le début. Donc, j'allais dire, je te laisse. Ouais. Bon courage, parce que c'est pas évident. Ouais. Ouais, donc effectivement, d'un point de vue statistique, aujourd'hui, on sera un petit peu moins péremptoire que les fois précédentes. Parce que dans les données que nous avons, c'est très difficile de calculer exactement ce que Marx appelle la composition organique du capital. Et ça va être le sujet, d'aujourd'hui. Quant à la théorie de la valeur de Marx, donc, je sais déjà que je pêcherai par beaucoup d'omissions. On va essayer de tirer ce que je disais, le noyau rationnel, en tout cas, ce que nous avons besoin pour développer notre argument. Mmh. Tout à fait. Alors, je précise qu'en fait, simplement que, évidemment, que tu as toutes les compétences pour le faire, mais simplement en une heure, il y a des tas d'aspects qui ne seront pas forcément traités et ça va rester dans une certaine forme d'abstraction. C'est ça le problème Voilà, dans voilà, la c'est théorie ça. économique. Voilà. Voilà, exactement. Après, il faut lire le Capital. C'est pas si compliqué que ça à lire, finalement. C'est beaucoup de pages, c'est vrai, mais j'avais vu une fois, un jour, une conférence d'Alain Bir, avec qui j'ai beaucoup Oui, de il le désaccords chiffrait en nombre théoriques. d'heures. Ouais. Ouais, avec qui j'ai beaucoup de désaccords théoriques, mais qui disait assez justement, il ne faut pas lire les gens qui disent, qui écrivent des bouquins, qui résument Marx, etc., parce qu'ils ont toujours, il faut lire le Capital, c'est beaucoup mieux. Et tes C'est désaccords portent sur quoi? c'est assez, sur le cadrisme, etc. On pourra y venir, sur le travail non productif, etc. C'est d'ailleurs un point que je n'ai pas en désaccord avec Marx, mais sur lequel je ne suis pas tout à fait à l'aise, disons.
Je ne sais pas s'il a tort ou si j'ai mal compris ce passage du capital. C'est un point qu'il faut que je retravaille. Enfin, ce n'est pas le sujet du jour. De même que j'en ai d'autres comme ça, comme l'accumulation primitive du capital. Je me demande si d'ailleurs il n'y aurait pas un axe de recherche à dire que finalement on ne pourrait pas amender cette dernière partie du livre 1 par lettre et le code. Mais bon, ça c'est tout à fait autre chose. Voilà. Non, parce que je vous ai mis en contact avec Bénique Pagani, je sens que vous va y avoir du fractionnisme et des vidéos profs. Ouais, non, oui, je dis pas que. Enfin bon, bref, ça nous amène tout à fait autre chose. Et donc, bon, allez, revenons à nos moutons. Théorie de la valeur. Donc, qu'est-ce qui constitue la valeur chez Marx? Qu'est-ce qui constitue la valeur d'une marchandise? Marx commence, la première phrase du Capital, je ne l'ai pas en tête, mais en gros, il dit le système capitaliste c'est le système marchand, et donc il faut étudier la marchandise. Euh, et donc, qu'est-ce que c'est qu'une marchandise? Une marchandise, c'est quelque chose qui est produit en vue d'être mis sur le marché et d'être vendu. Bon, à ce stade, on est d'accord avec les économistes libéraux. Par contre, là où on va différer, c'est quelle est la mesure de la valeur de la marchandise. Alors, il faut revenir peut-être, probablement, tout à fait à la base. Peut-être qu'il y a une solution à la fameuse nature humaine. Je le dis de manière, disons, comique. Le propre de l'homme, ce ne serait pas le rire, ce serait le travail. Le travail, si on le définit comme étant le travail dit concret, c'est-à-dire simplement le travail de la matière, disons de la nature, par l'homme, en vue de satisfaire un besoin, bon, ça c'est transhistorique. Ça, puis les chasseurs-cueilleurs, jusqu'à faire tourner une centrale nucléaire, il y a du travail concret. Donc c'est pas avec ça qu'on va définir la valeur capitaliste. Le travail concret va toujours produire une valeur d'usage. Et ça, j'allais dire, c'est quasiment en dehors de l'histoire, ou alors c'est propre à l'homme. Enfin, dans tous les modes de production, il y a du travail concret. Par contre, Marx va définir la valeur capitaliste comme étant le contenu de la marchandise en travail abstrait socialement nécessaire. Alors, qu'est-ce que c'est que le travail abstrait? On sait que Marx se moque beaucoup des abstractions. Alors, comment se fait-il que le terme abstrait arrive au centre de la théorie de la valeur? Eh bien, c'est une mesure. Et pour me faire comprendre, souvent, quand je dois le faire à mes étudiants, j'ai pas trouvé mieux, peut-être que toi tu as mieux, mais j'ai pas trouvé mieux qu'Archimède. Archimède nous dit, quand on plonge un corps dans l'eau, le volume d'eau déplacé est équivalent au volume du corps plongé. Peu importe sa forme, peu importe sa matière. Et donc, on a abstrait du corps, que ce soit, je ne sais pas, un livre en papier, que ce soit un téléphone en métal, je sais pas quoi, une bouteille en verre, un bouchon en liège, n'importe quoi. On a abstrait de ce corps ce qu'on a appelé son volume. Et donc, peu importe sa matière, peu importe sa forme, ce qui compte, c'est le nombre de centimètres cubes qu'il mesure, oui. Et donc, c'est le déplacement de l'eau qui va mesurer ça. Mais en fait, ce faisant, on a abstrait du concret, c'est-à-dire du bouchon, du livre, du machin, le volume. Eh bien, sur la valeur, c'est exactement la même chose. On se trouve un étalon, donc on abstrait de la marchandise le contenu en travail social. Donc en fait, il faut remplacer le volume chez Archimède par le travail social chez Marx. Et le travail concret, eh bien, ce serait la matière, par exemple. Donc, est-ce que c'est du plomb, du machin, etc. C'est du travail concret, mais c'est pas comparable en soi. On ne peut pas comparer, je ne sais pas, l'usage d'un verre d'eau avec l'usage d'un stylo. Bon, les économistes bourgeois nous prétendent que si, on y reviendra dans une prochaine vidéo. C'est incommensurable, la valeur d'usage. Par contre, ce qui est commensurable, c'est le travail social. Et le travail social, qu'est-ce que c'est? C'est le travail produit dans une certaine forme de rapports sociaux. Si je produis un repas chez moi le soir, comme je l'ai fait pour mes enfants ce soir, c'est du travail concret, j'ai transformé de la matière pour produire quelque chose qui a été consommé, qui a été usé. D'ailleurs, c'est une particularité de la valeur d'usage, c'est que la valeur d'usage, elle se réalise en se détruisant. Mais bon, peu importe, on ne va pas rentrer là-dedans, ce serait un autre sujet. Alors que si je suis dans un restaurant et que je prépare le même repas, je transforme la même matière pour obtenir la même chose concrète. Néanmoins, ça devient marchandise parce que je l'ai mise sur le marché et je l'ai vendue en vue de récupérer le capital que j'ai investi sous forme argent.
Et donc, bien que les deux choses soient concrètement les mêmes La substances, cuisine, c'est de la cuisine, ouais. voilà, ce sont les mêmes substances, d'un point de vue social, ça n'a rien à voir. Et du point de vue de la valeur, ça n'a rien à voir. Il y en a une qui n'a pas de valeur, même pas qu'elle a la valeur zéro, c'est qu'elle n'a pas de valeur. Ça n'a aucun sens de déterminer une valeur au repas que j'ai préparé pour mes enfants, parce que ça ne s'est pas fait dans le rapport social tel que de la valeur est incluse dans cette chose concrète, dans ce repas. Alors que si je suis salarié d'un restaurant, ce repas a de la valeur, et la valeur de ce repas, ce sera le temps de travail socialement nécessaire à la production de cette marchandise qu'est le repas. Alors, ça pose beaucoup de problèmes. Le premier problème, mais qui est évitable, enfin disons qui est surmontable, euh, c'est le problème de la mesure. C'est-à-dire que souvent, quand on dit ça, mais c'est parce qu'on raisonne au XXIe siècle, au XXe siècle, et qu'on a probablement acquis de mauvais réflexes, c'est qu'on va se dire, mais alors du coup, vous êtes en train de nous dire que la valeur, c'est le nombre d'heures. Non. Marx utilise le terme quantum de valeur. Alors, on peut faire l'hypothèse, par abstraction, pour comprendre le raisonnement, dire qu'une heure de travail du cuisinier, ça vaut une heure de travail de n'importe quel être humain, etc. Sauf qu'on sait très bien que, par exemple, dans un travail physique, quelqu'un qui fait 2 mètres et 100 kilos, en une heure de travail, il ne produit pas tout à fait le même travail que quelqu'un qui est tout chétif, quoi. Donc ça, c'est des problèmes qui sont vite évitables, parce qu'en fait, ce n'est pas le problème de la quantité tel que j'ai abstrait le volume chez Archimède, c'est le problème de la mesure. Il a fallu des siècles et des siècles avant de se donner le mètre comme mesure. C'est d'ailleurs une des conquêtes euh, très récente, finalement, de se donner un système international qui mesure une distance. Mais ce n'est pas parce qu'on ne s'était pas donné de mesure de distance qu'il n'y avait pas objectivement des distances. Ce n'est pas parce qu'on s'est dit un jour que ça vaudra un millionième du quart de la circonférence de la Terre à l'équateur que avant la distance était différente. Donc la question même de l'unité de mesure n'a rien à voir avec la mesure en elle-même. Quand Archimède dit que quand je plonge un corps, le volume d'eau déplacé est le même que celui du corps immergé, peu importe l'unité de mesure. Okay. Donc la question de l'unité de mesure peut être une question statistique, peut être une question secondaire, mais ça ne remet en rien en cause la théorie de la valeur. Est-ce que jusque-là, je suis clair? Oui, tout à fait. Pas d'objection? Ah, donc, juste, si on reprend ton exemple pardon, du cuisinier, enfin, n'importe qui j'essaie d'être concret, n'importe qui vachement concret, n'importe qui en cuisine, on sait que c'est tellement militaire que un cuisinier bat 10 fois plus de plats que chez toi. Donc là, c'est déjà mais cette heure-là ne vaut pas la même chose. Et puis, Ah oui, mais c'est surtout que chez moi, il n'y a pas de travail abstrait. voilà, c'est sûr. Il n'y a que du travail concret. Peu importe ma productivité. Mm. Okay. Bon. Si j'étais dans un autre restaurant concurrent, ça voudrait dire quelque chose, parce que du coup, il va falloir que j'investisse en machine pour devenir plus productif. Et là, on va tomber dans ce qu'on dira tout à l'heure Mm. avec la composition organique du capital. Mais pour l'instant, mon travail chez moi, la préparation du repas pour mes enfants et la préparation d'un cuisinier dans un restaurant, c'est incommensurable. C'est pas comparable, c'est pas du tout la même chose. C'est pas du tout. Il y en a un qui fait que du travail concret, et il y en a un qui fait du travail abstrait. Par contre, tout travail abstrait est aussi du travail concret. Il n'y a pas de travail abstrait sans travail concret. De même que toute valeur est toujours adossée à une valeur d'usage. Que si tu passes ton temps à produire dans un rapport capitaliste une marchandise dont personne ne voudra, bon, à la fin des fins, il n'y aura pas de valeur. Mm. Marx n'est pas en train de dire qu'il n'y a pas de valeur d'usage dans ce qui est produit sous le rapport capitaliste. Il est en train de dire que ce n'est pas la mesure de la valeur de la marchandise, mais évidemment, pour que cette valeur se réalise sur le marché, il faut qu'elle rencontre une forme d'usage. Et c'est pour ça qu'il Sinon, dit que la valeur d'échange se fait le condottiere de la valeur d'usage. Elle ne disparaît pas, mais elle est happée en fait par la valeur d'échange. exactement. Bon, parce qu'il y a un des gros problèmes des libéraux, et on fera son sort à Valras et à Condillac d'abord, parce que tout le monde parle de Valras, mais en fait, Valras, c'est une pâle copie de Condillac finalement. Mais bon, on prendra Valras parce que tout le monde prend Valras. Voilà, c'est pas notre sujet. Ça. Bon, très bien. Alors, bon, tout ça, tout va bien. Alors, pourquoi y a-t-il exploitation, finalement, une fois qu'on a défini ça? Parce que c'est ça, finalement, le nœud du problème.
Parce que la dernière fois, j'avais dit que ce qui choquait avec la théorie bourgeoise, c'était le fait qu'il n'y avait pas d'histoire. Si je veux être tout à fait honnête, je dis ça maintenant, mais si je veux être tout à fait honnête, quand j'étais très naïf, ce qui m'avait choqué quand j'avais entendu les cours d'économie que j'ai reçus, c'est qu'il n'y a pas d'exploitation. Et qu'on était en train de m'expliquer que ma mère, qui s'est fait exploiter pendant 40 ans à 100 km de Paris, dans la cinquième économie du monde, c'était parce qu'elle n'était pas assez productive. C'est ça les équations économiques. C'est pas du tout. Et puis même la richesse et la pauvreté, ils appellent ça la dotation initiale, je crois. Enfin, Ouais, voilà. Ouais. C'est ça. tu arrives au Monopoly, Ouais. Ça, c'est avec Shaolin, ça. Ouais. non, quoi qu'au Monopoly, tu pars de zéro, je crois. Je ne me rappelle plus d'ailleurs des règles, mais Ah, tu parles d'une somme une uniformément distribuée. rembourssonnade, oui. Ah, tu parles d'une forme uniformément distribuée. Bon, du coup, c'est ça qui est choquant dans cette théorie, c'est qu'il n'y a pas d'exploitation. Chez Marx, il y a exploitation. Alors, d'où vient cette exploitation? Si toutes les marchandises sont payées, bon, il y a une différence entre valeur et prix. Et là, c'est pareil. Pour le raisonnement, on va faire l'hypothèse que le prix est toujours égal à la valeur. C'est développé aussi dans le capital. Comment est-ce que l'offre et la demande peuvent faire varier le prix autour de la valeur, etc. On ne va pas rentrer là-dedans. Faisons l'hypothèse pour notre raisonnement que chaque marchandise est vendue exactement à sa valeur. Alors, comment se fait-il qu'il y a exploitation? Eh bien, il y a exploitation, et là, c'est la deuxième, la deuxième trouvaille de Marx, la plus importante. Engels dit d'ailleurs dans la préface au livre 2 que c'est la plus importante, c'est la différence entre force de travail et travail. Effectivement, si je produis une marchandise et que je la mets sur le marché, encore une fois, admettons prix égale valeur, je vais la vendre selon le nombre de quantums de travail abstrait que j'aurais investi dedans, que j'aurais mis dedans. Sauf que on vit dans un monde où il y a en gros deux classes, la bourgeoisie qui possède les moyens de production et le prolétariat qui ne possède que sa force de travail. Donc là, c'est pareil, on le pose, hein, on ne dit pas d'où ça vient, on ne parle pas d'accumulation primitive du capital, on le pose. Hein, on pose le monde tel qu'il est en ce moment. Il y a des gens qui possèdent l'usine, quoi, puis il y a des gens qui viennent travailler dans l'usine sans la posséder. Mais Marx fait cette abstraction au début et puis il parle de l'accumulation primitive après. Ouais. C'est vrai qu'on est obligé justement, sinon on ne comprend pas. Oui, voilà. Sinon, on parle de tout en même temps et puis il n'y a pas de raisonnement. Ouais. Donc, à un moment donné, on est bien obligé de raisonner un peu toutes choses égales par ailleurs. Sauf que les économistes bourgeois s'arrêtent là. Ils ne comprennent pas que ça fait passer une première étape du raisonnement. Mais bon, peu importe. Donc, que se passe-t-il? Eh bien, il se passe que, certes, celui qui possède les moyens de production, donc le bourgeois, admettez, je produis des voitures. Des ouvriers qui viennent produire des voitures chez moi. Ils investissent dans une voiture X quantité de travail, qui pour le coup est du travail abstrait, là, parce que c'est du travail qui est fait sous un certain rapport, le rapport capitaliste, et je vais vendre mes voitures X. Je remarque que ce n'est pas celui qui a travaillé qui empoche les X, c'est le bourgeois. Premièrement, puisque le prolétaire ne possède pas le fruit de son travail, ne possède pas les moyens de production, et du fait qu'il ne possède pas les moyens de production, il ne possédera pas le fruit de son travail. Il ne possède ni l'usine, ni la voiture qu'il a lui-même produit. Bon. Mais, on pourrait se dire, oui, mais alors, s'il est rémunéré à son travail, à la hauteur de son travail, alors il n'y a pas exploitation. Sauf qu'il n'est pas rémunéré à la hauteur de son travail. La rémunération du prolétaire, ce n'est pas la rémunération de son travail. C'est la rémunération de sa force, c'est la valeur de sa force de travail. Qu'est-ce que c'est que la valeur de sa force de travail? Eh bien, comme toute marchandise, c'est la quantité de travail socialement nécessaire en moyenne pour la reproduire. C'est-à-dire la quantité de travail socialement nécessaire pour produire sa nourriture, ses habits, son logement, etc. Au quotidien. Et donc, c'est ça qu'il reçoit. Sauf que quand il rentre dans l'usine, il vend sa force de travail pour une journée, pour un mois, pour X temps. De cette force de travail, il produit quelque chose dont il est dépossédé. Et évidemment, la valeur qu'il a produit, le temps de travail qu'il a passé dans l'usine est supérieur au temps de travail nécessaire à sa propre reproduction. Ce qui fait qu'il y a exploitation. C'est-à-dire que quand l'ouvrier travaille dans la journée, il va travailler quelques heures pour reproduire sa force de travail, enfin l'équivalent de la reproduction de sa force de travail. Donc pendant ce temps-là, il n'y a pas exploitation.
Mais une fois dépassé ce temps, on rentre dans ce que Marx appelle du travail gratuit, qui est l'exploitation capitaliste. C'est-à-dire que là, il travaille pour le capitaliste. C'est-à-dire que tout le travail qu'il fait n'est pas rémunéré, puisqu'il travaille, il fournit un temps de travail supérieur à celui qui est socialement nécessaire à la reproduction de sa force de travail. De là vient l'exploitation. Et donc, on a une théorie de la valeur qui implique que le bourgeois, qui empoche la valeur du travail et qui paye la valeur de la force de travail, exploite le prolétaire. Et donc, on a une théorie de la valeur selon laquelle, disons de manière totalement abstraite, mais pas fausse, le profit est fonction strictement inverse du salaire. Ce qui est déjà pour les économistes bourgeois, et ça va contre la théorie du ruissellement, en gros. Hein. Profit et salaire vont en sens inverse. Voilà, quand tu augmentes le profit, forcément tu diminues le salaire, et quand tu diminues le salaire, forcément tu augmentes le profit. Enfin, pas le salaire, l'exploitation, pardon. Le degré d'exploitation. Parce que tu peux augmenter tout à la fois si jamais tu travailles, si tu augmentes le travail gratuit plus que tu n'augmentes le travail, la rémunération, tu peux augmenter le taux d'exploitation. Et donc il y a exploitation de la classe prolétarienne par la classe bourgeoise. Alors ça, bon, ceux qui ont lu le Capital, ils ne vont pas apprendre grand-chose. Mais enfin, pour tous ceux qui ne l'auront pas lu, je pense que ça peut motiver à les lire. Alors, il y a plein de... En tout cas, ce qui est très clair, c'est que tu expliques bien justement la différence de force de travail et travail, Ouais. comment ça s'intègre à ça, justement. Parce que souvent, soit l'un, soit l'autre, on ne met pas les deux en même temps. Donc, elle est fondamentale. Si on veut le dire, chez les économistes bourgeois, il peut y avoir exploitation entre guillemets, mais ce n'est pas de la vraie exploitation. Ils vont te dire que le salaire peut être payé par un pouvoir de monopsone, par exemple, des entreprises, par un certain degré de pouvoir de négociation, etc. Le salaire peut être inférieur à la productivité du travail. En gros, le travailleur se fait flouer sur le marché du travail. Chez Marx, il y a exploitation sans que le travailleur se fasse flouer, entre guillemets. Il est payé à sa juste, entre guillemets, valeur. C'est-à-dire que la force de travail est rémunérée à sa juste valeur. Oui, c'est ça. Et le travail qui est inclus dans la marchandise à la fin, dans la bagnole qui sera vendue sur le marché après, elle est vendue aussi à sa juste valeur. Okay. Sauf que le fait d'avoir introduit la différence entre travail et force de travail fait qu'il y a exploitation au cœur même du système capitaliste. Et ce n'est pas parce qu'il y a dévoiement des lois du marché, comme le prétendent les bourgeois, parce que chez les bourgeois, si le marché n'est pas dévoyé, il n'y a pas exploitation. Il peut y avoir exploitation, mais que si le marché est dévoyé. Il y a un monopsone, enfin bref, peu importe les raisons, il viendra la prochaine fois. Alors que chez Marx. Explique ce que c'est ton monopsone, qu'est-ce que tu entends par là? Le monopsone, c'est l'inverse du monopole. En gros, c'est quand tu as une seule entreprise qui emploie tous les mecs du village. Quoi. D'accord. Le monopsone, c'est le monopole, mais du côté demande. D'accord. Comme l'entreprise, elle demande du travail, de la force de travail, nous on dirait, du travail, elle est en monopsone. Donc, de ce fait, elle jouit d'un monopole parce qu'en gros, c'est chez moi ou nulle part. Oui, donc, du coup ça rend la loi concurrentielle. Et donc, du coup, elle peut payer des salaires inférieurs à la productivité marginale du travailleur. Mais dans le cadre général de l'économie bourgeoise, le producteur est payé à sa productivité générale. Voilà. Ce qui en fait une théorie fondamentalement fasciste. Ça, on y viendra encore une fois la prochaine fois. Chez Marx, pas du tout. Chez Marx, ce n'est pas du fait que les lois du marché sont dévoyées qu'il y a exploitation, c'est justement parce qu'elles sont respectées. Ouais. Non, ça vaut le coup d'être précisé. Ouais. Voilà. Et donc... Alors, en quoi tout ce que tu viens d'expliquer sur l'exploitation, pourquoi tu es parti sur valeur d'échange et valeur d'usage et pourquoi maintenant tu repasses à la théorie de l'exploitation et pourquoi tu es passé par la valeur d'échange et les différences entre valeur d'échange et valeur d'usage? Parce que pour définir l'exploitation, il faut définir la valeur. La valeur d'usage, elle est, ce que je disais tout à l'heure, elle est anhistorique. C'est-à-dire que l'usage d'un silex taillé, c'est incommensurable. L'usage du verre d'eau, de ton téléphone portable, c'est incommensurable. Par contre, la valeur, qui est, elle, proprement capitaliste, qui est embarquée, si tu veux, dans des rapports sociaux capitalistes, elle est commensurable parce qu'on peut l'abstraire de
la forme concrète que prend la marchandise, un téléphone, un verre d'eau, un machin, etc. D'accord, oui, c'est ça. On peut l'abstraire, comme je peux abstraire le volume de mon corps plongé dans l'eau. Peu importe sa forme, peu importe sa matière, il a un certain volume. Bon, bah là, c'est pareil, peu importe la forme concrète, peu importe l'usage, D'accord, peu donc en fait, importe le, peu tu es importe le, tra- en peu train importe de le travail. décrire la part d'exploitation dans la valeur d'échange, en fait. Voilà, Ouais. c'est-à-dire que l'exploitation, elle se définit comme la différence entre la valeur de la force de travail et la valeur de la marchandise qui contient le travail. Sauf que le travail, il a été produit par le mec à qui on a donné l'équivalent en valeur de sa force de travail. Et c'est de là que vient l'exploitation. C'est-à-dire que le prolétaire travaille encore une fois, je sais pas, admettons 4 heures par jour, admettons que la nourriture, etc., dont il a besoin quotidiennement, représente en valeur 4 heures de travail abstrait social moyen. Mhm. Eh bien, de 8 heures à midi, il va travailler pour reproduire sa force de travail. Jusque-là, il n'est pas exploité. Mais à partir de midi 1, il devient exploité parce que tout le travail qu'il va fournir dans l'usine est au-delà du travail socialement nécessaire à la reproduction de sa force de travail. Et de là vient l'exploitation. C'est-à-dire, avec tous les gains de productivité qu'il y a eu depuis, je sais pas, 100 ans, je ne comprends pas pourquoi on travaille presque tout autant qu'à l'époque. Enfin, peut-être un peu moins, évidemment. Mais... Alors, ça, c'est le point de vue de Keynes. Et justement, ça c'est une bonne remarque parce que ça va nous introduire un petit peu notre sujet. Alors, Keynes nous dit, dans les années, je ne sais plus, 1920 quelque chose, mais alors avec les gains de productivité qu'on va avoir, en l'an 2000, on travaillera 3 heures par jour, je ne sais plus les chiffres, mais enfin bon, en gros, plus personne ne travaillait parce qu'il y aurait... Ou Ça, même, c'est même Lafargue, hein, le droit à la paresse, il dit on va travailler 4 heures par jour. Quoi. bien sûr. Sauf que ça, c'est justement ne pas avoir compris le marxisme, c'est ne pas avoir compris le capitalisme. Du coup, quel est le but du capitalisme? Le but du capitalisme, une fois qu'on a dit ça, n'est pas de produire de la valeur d'usage. Ce n'est pas de répondre à un besoin. C'est ça. Et c'est l'erreur fondamentale que fait Keynes. Parce qu'effectivement, si le but de la production est de répondre à une valeur d'usage, ça c'est la définition du socialisme. Presque, j'exagère, mais presque. Si le but c'est de répondre c'est de répondre à un usage, alors effectivement, à usage constant, plus la productivité augmente, plus le temps de travail va diminuer. Et donc à la fin des fins, on va tous travailler 1 heure par mois, et puis on aura autant de valeurs d'usage qui nous entourent qu'aujourd'hui. Sauf que le but de la production capitaliste, c'est pas la production de valeur d'usage, c'est la production de plus-value. Et qu'est-ce que c'est que la plus-value? Ben, c'est justement ce que j'ai défini tout à l'heure, c'est la différence entre la valeur de la marchandise de la voiture qui sort de l'usine et ce que j'ai donné aux prolétaires, plus ce que j'ai investi dans l'usine pour produire. Parce que l'ouvrier, il arrive, il travaille de l'aluminium, du machin. Celui qui possède l'usine, il a fallu qu'il l'achète avant. Okay. Mais la plus-value, elle vient de là. C'est-à-dire que la plus-value, c'est-à-dire la différence en gros entre ce que j'investis et ce que je récupère, dans la théorie de la valeur de Marx, elle ne vient que de l'exploitation du prolétariat. Et alors, plus-value, il y a des gens qui disent survaleur et ça complique tout le monde. Ça complique tout. Je pense que ça dépend des traductions. Moi, dans la traduction que j'ai, Et c'est et Merverse, mais. dans la traduction, moi je suis pas germanophone, donc Mais la traduction que j'ai, moi, qui est celle des ES, la ouais, vieille, là, ça peut encore conseiller. les deux sont confondus. Et ça dépasse, les deux sont Oui, confondus. Non, pas oui dans c'est le pas. livre Non, 1. ben là, en fait c'est une remarque oiseuse parce que non, je crois que c'est parce qu'on disait qu'il y avait surtravail, donc il y aurait survaleur. Mais en fait, bon, pour toi, en tout cas, tu fais pas de différence conceptuelle entre plus-value et survaleur. Non, mais Non. c'est bon à dire, ça veut dire que vous pouvez le trouver sous ce terme-là. Alors, euh, si, survaleur, c'est la différence entre la valeur du travail, de la force de travail, et le travail réellement produit. La plus-value, c'est la différence entre la voiture, le prix de la voiture, si tu veux, donc le travail, Mm. moins évidemment le prix de la force de travail, mais moins aussi l'investissement en capital constant. Oui, oui, Donc là, il y a comme cette différence-là, oui. peut-être que tu peux mettre les équations là, du coup, là. Ouais, Ça va tout à peut-être nous fait. éclairer. Écran partagé. Alors, Voilà. Donc là, on va revenir un petit peu à
à des notions que tout bon père de famille va pouvoir comprendre si la théorie de la valeur a été comprise. Donc, j'imagine que le lundi, je suis capitaliste et j'avance le capital grand C, la première ligne. Mhm. Qu'est-ce que c'est que le grand C? C'est la somme du capital constant, C, petit c, et le capital variable. Alors, chez Marx, le capital constant et le capital variable, c'est pas du tout ce que les économistes appellent constant et variable ou fixe et circulant. Il y a une très grande confusion chez eux avec ça. Et ça, c'est tout le livre 2 du Capital qui éclaire ce sujet. Ce que Marx appelle capital constant et capital variable, le capital variable, en gros, c'est l'investissement du capitaliste dans la force de travail, c'est-à-dire finalement la rémunération que gagnera le prolétaire. Et le capital constant, c'est toutes les autres formes d'investissement, c'est-à-dire les machines, les matières premières, toutes les consommations intermédiaires, etc. Alors pourquoi constant et variable? Bien parce que constant, la valeur qui est transmise, disons, de la machine ou de la matière première à la marchandise, à la voiture, reprenons mon exemple de la voiture, quand j'achète de l'aluminium, j'achète une machine et je paye des salaires. Donc mon capital constant, c'est mon aluminium et mes machines, et mon capital variable, c'est mes salaires. Pourquoi? Parce que le propre de la machine et de l'aluminium, qui ont eux-mêmes été produits, mais ils ont été produits dans un cycle de production précédent. Donc maintenant, c'est devenu du capital constant, du travail mort. Bon, on ne va pas développer tout ça. Une fois, on avait dit qu'on serait lacunaire, on assume de l'être. Mais une fois que ce capital constant rentre dans l'usine, il va simplement transmettre sa valeur à la, à la voiture. Dans ce sens, le capital est constant. Parce que ce qu'il faut bien comprendre chez Marx, c'est que, encore une fois, le capital, ce n'est pas une substance, c'est un rapport social. Donc, il circule et il prend différentes formes. Il prend des formes constantes, il prend des formes variables, il prend des formes marchandises, il prend des formes argent. Donc, le capital est constant quand c'est une machine ou de l'aluminium, des matières premières, parce que toute la valeur de la machine, toute la valeur de l'aluminium, mais rien que la valeur de la machine, rien que la valeur de l'aluminium va être transmise à la production, à la marchandise. En ce sens, le capital est constant. Le capital est variable parce que c'est ici du travail dont on parle, de la force de travail du prolétaire qui est loué pour fournir du travail à la bourgeoisie. Et pourquoi c'est variable? Parce que justement, le propre du travail, c'est d'incrémenter, enfin le propre du prolétaire, c'est d'incrémenter dans la marchandise, dans la voiture, du travail. Et ce travail, il est supérieur à la valeur de sa force de travail. Donc le capital ici est variable. Il y a une augmentation en capital qui vient de l'exploitation au cœur de l'usine. Donc ce qu'on appelle le capital variable chez Marx, en gros, c'est l'avance en salaire. Donc, je suis le capitaliste et lundi, j'achète des machines, de l'aluminium, petit c, et j'embauche des gens et je leur paye un salaire. Alors, en vrai, on paye les salaires après, etc. Bon, ça, Marx en parle aussi, mais bon, encore une fois, peu importe. Soyons simples. Et je paye des salaires. Donc, j'ai avancé le lundi, j'ai avancé C plus V. Voilà. Je fais une avance, j'investis. Si j'investis, c'est que j'attends un retour sur investissement. D'où vient ce retour sur investissement? Ce retour sur investissement, il vient du fait que le mardi, quand la production sera faite et que je vais la vendre, que je vais vendre la marchandise sur le marché, je vais gagner C'. Et donc C', ce sera C plus V, plus un petit quelque chose, P. Ce P, c'est ce qu'on appelle la plus-value. Tu vois que la plus-value ici, ce n'est pas tout à fait le surtravail. Le surtravail, c'est la différence entre travail et valeur de la force de travail. La plus-value, ici, elle est incluse dans le surtravail, mais elle est plus petite, parce qu'il faut payer le capital constant petit c. Donc la plus-value, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est la différence entre la valeur de la bagnole à la sortie de l'usine, quoi, et l'investissement que j'ai fait. Et par qui est produit cette plus-value? Par le prolétaire. Puisqu'il n'y a que lui qui peut produire de la valeur. Il n'y a que la force de travail qui produit une valeur supérieure. Enfin, le prolétaire qui loue sa force de travail, qui va implémenter du travail supérieur à la valeur de sa force de travail. Donc c'est forcément de l'exploitation du prolétariat que
vient le fait que C' est supérieur à C. Donc, le prolétaire, quand il travaille, Les libéraux disent toujours que c'est l'entreprise qui crée la valeur, qui crée la richesse. Ça fait partie de ce qu'on entend dans les médias, mais c'est complètement, c'est sans travail, comment tu veux créer la richesse. puis même, il y a un raisonnement un petit peu logique, même au sens formel. C'est-à-dire que dans la théorie classique, euh, le capital lui-même produit. Il a une productivité marginale. Et le travail aussi. C'est-à-dire que en fait, les deux sont des facteurs de production. C'est-à-dire que chez la production libérale, enfin, pardon, la théorie libérale, le capital est un facteur de production, alors que Marx dit bien, sinon c'est un moyen de production, c'est pas un facteur. C'est très différent. C'est le moyen pour produire, mais c'est pas en lui-même un facteur de production. Alors, mais du coup, si tu raisonnes d'un point de vue purement logique, d'où vient le capital, d'où vient la machine? Elle a été elle-même produite, etc. Donc, à la fin des fins, tu reviens à Néandertal qui était tout nu dans la nature, il n'y avait pas de machine, donc la machine, elle a été produite par du travail humain. Donc, c'est bien ce que dit Marx d'ailleurs, il dit en gros le capital constant, c'est du travail mort, pas du travail vivant. Le travail vivant, c'est le travail qui est fait aujourd'hui dans l'usine, le prolétaire qui vient comment manier les manettes de la machine et puis transformer l'aluminium, etc. Et l'aluminium et la machine ont elles-mêmes été produites, mais dans des cycles de production précédents. Sauf qu'au cycle dont on parle aujourd'hui, c'est du travail mort, c'est du capital constant, c'est-à-dire la machine, elle va transmettre toute sa valeur, mais rien que sa valeur à la marchandise. Okay. Alors que le capital variable, le travail vivant, il va en produire plus. Ce qui prouve que dans l'appropriation collective, il s'agit aussi de se réapproprier le travail de nos ancêtres dont on a été dépossédés. Bien sûr. C'est la contradiction centrale du capitalisme, c'est une appropriation privée, moi j'aime bien dire privative, du travail social. C'est ça. Ça, c'est ce qu'on avait discuté la dernière fois. Et du coup, il faut que le travail devienne de plus en plus social. Et à mesure que le travail devient de plus en plus social, mais là, on partirait sur un autre terrain que l'économie. Il faut développer l'individu abstrait, prétendre qu'on est tout à fait autonome, tout à fait ce qu'il faut. Bon. Donc, du coup, on définit P, la plus-value, en rapport au capital investi, C plus V, et ça nous donne ce que j'ai appelé pi. Pi, c'est le taux de profit. Et le taux de profit, c'est quoi? C'est la plus-value que je dégage rapportée au capital investi. C'est les premières courbes qu'on avait vues. Les premières courbes qu'on avait vues, quand on avait fait les premières courbes, en gros, encore une fois, c'était des bourgeoises, donc tu t'énerves un peu comme tu peux pour retrouver ça. En gros, c'est ça qu'on avait vu. Alors, toute la question est de savoir pourquoi, du coup, ce truc-là baisse tendanciellement. Parce que, jusqu'à présent, on a défini la valeur, on a défini l'exploitation, mais ça ne nous donne pas la raison pour laquelle nécessairement le taux de profit baisse. Après tout, il pourrait y avoir une exploitation constante, un taux de plus-value constant, et donc un taux de profit tout à fait constant. Bon. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que comme c'est le travail qui produit de la valeur, et que c'est le seul à produire de la valeur, si j'augmente mon capital constant et que je ne change pas mon travail vivant dans mon usine, je ne change pas la valeur de ma production. Autrement dit, si avec des vieilles machines, je produis une voiture par semaine, en travaillant 8 heures par jour, on garde la quantité de travail fixe, et que j'achète des nouvelles machines, et là je produis 2 bagnoles par semaine, donc je produis 2 fois plus. J'ai produit 2 fois plus. Et j'ai travaillé autant. Ce qui veut dire que par voiture, je travaille 2 fois moins. Et donc Marx me dit, du coup, la valeur de la voiture, elle a été divisée par 2. J'ai augmenté ma productivité du travail, et comme j'augmente ma productivité du travail, je diminue ma valeur, puisque seul le travail vivant implémente de la valeur à la marchandise.
Ce qui, chez les libéraux, est complètement absent, hein, parce que c'est l'usage qui détermine la valeur. Mm. Quand je dis c'est Ricardo, non, mais voilà, ce qu'on dit, etc. Bon, pas pourquoi. Si c'est mon usage qui détermine la valeur, j'en ai rien à foutre qu'il ait utilisé que des machines, ou que des hommes, que des. Je sais pas. Donc pourquoi moi je pourrais acheter une voiture maintenant, alors qu'il y a un siècle et demi, c'était réservé à l'élite de l'élite de l'élite. Ben, c'est justement parce que maintenant on produit des voitures à tir larigot, et que du coup, grâce aussi à nos conquêtes sociales, on peut avoir accès à cette consommation. Parce que la valeur des voitures a diminué. Et pourquoi la valeur des voitures a diminué? Ben parce que la quantité de travail nécessaire à la production d'une voiture a diminué. Tout simplement. Alors pourquoi on fait ça? Donc, ce que tu as fait, là, c'est que tu as augmenté ton petit C, là, en fait. Eh oui, j'augmente mon C. Quand j'augmente mon C, si je ne change pas mon V, enfin si je ne change pas le temps de travail, pas le V, le temps de travail nécessaire à la production, je diminue nécessairement la valeur, parce que je mets moins de temps pour le produire. Donc, je viens de faire un contresens. En gros, la valeur, c'est le temps de travail moyen social nécessaire. Donc, si j'augmente ma productivité du travail, je diminue mon temps de travail social nécessaire à la production d'une marchandise. Donc, la valeur de cette marchandise diminue. Bon. Et- Alors, pourquoi on fait ça? C'est complètement con. Pourquoi les capitalistes ils font ça? C'est débile. Sauf qu'ils sont en concurrence. oui, Ils sont en concurrence entre eux. sous peine de Donc, ruine. il faut qu'ils conquièrent le marché. Comment font-ils pour conquérir le marché? Bah, ils vendent moins cher que d'autres. Et comment font-ils pour vendre moins cher que d'autres? Bah, il faut qu'ils aient un bien dont la valeur soit plus faible. Une marchandise dont la valeur soit plus faible. Comment font-ils pour avoir une marchandise dont la valeur soit plus faible? Bien, il faut qu'ils soient plus productifs. Il faut que les travailleurs dans leur usine soient plus productifs que dans l'usine d'à côté. Et pour ce faire, à court terme, ils vont prendre le marché à l'autre, mais à long terme, ils sont eux aussi mis en concurrence avec d'autres, etc. Ce qui fait qu'à moyen terme, le temps de travail social moyen nécessaire va rejoindre, disons, celui qui était le meilleur il y a quelques mois, quelques années. Et donc, du coup, finalement, le travail moyen total nécessaire diminue, et donc la valeur pour tout le monde diminue. Et donc, tu recommences et tu recommences, et il faut investir, il faut investir, il faut investir, il faut investir, il faut investir. C'est comme ça que les forces productives se développent. Alors, pourquoi le taux de profit diminue? Eh bien, le taux de profit P divisé par C plus V. Je peux le retransformer de manière mathématique. Hein. Mathématiquement, quand j'ai une division comme ça, une fraction, je peux diviser ou multiplier le numérateur et le dénominateur par ce que je veux, ça ne change pas le rapport. Donc là, je divise par V, capital variable. Donc j'ai ma deuxième équation, qui est strictement la même, mais sous une forme différente. Qu'est-ce que j'ai au numérateur? Au numérateur, j'ai mon taux d'exploitation, mon taux de plus-value, que j'avais montré la dernière fois également. Qu'est-ce que c'est que ce taux de plus-value? Eh bien, en gros, c'est la part du travail non rémunéré divisé par le travail rémunéré. Encore une fois, en gros, on fait l'hypothèse que la valeur égale prix ici. Il y a moyen d'augmenter les salaires. Hein. On a aussi le droit de faire des conquêtes sociales, etc. Là, on raisonne prix égale valeur. Donc ça, c'est mon numérateur. Bon, on a vu déjà pourquoi je peux augmenter mon taux de profit en augmentant mon taux d'exploitation. Donc on ne va pas s'y intéresser à ce numérateur, on va faire comme s'il était fixe. On va faire comme s'il était fixe parce que de toute façon, il ne peut pas tomber à zéro. Enfin, le V, il ne peut pas tomber à zéro. Le taux d'exploitation ne peut pas monter à l'infini parce que, encore une fois, il faut au moins rémunérer les forces de travail, enfin, la nourriture, la boisson, le logis, les vêtements du prolétaire. Donc, on peut pas. Donc, il y a un seuil. On ne peut pas augmenter le taux d'exploitation jusqu'à l'infini. Donc, on va le fixer. On va dire, on ne regarde pas ces variations. Encore une fois, on s'occupe des tendances. Donc, occupons-nous du dénominateur. Donc, le dénominateur, de la même façon, je l'ai divisé par V, par le travail variable. Qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens C divisé par V plus 1. Donc, C divisé par V, c'est ce qu'on va appeler la composition organique du capital, c'est-à-dire le rapport entre le capital constant, c'est-à-dire en gros les machines, les matières premières, etc., divisé par le capital variable, c'est-à-dire en gros les salaires.
plus 1. Donc 1, c'est une constante, donc on s'en fout. Donc finalement, qu'est-ce qui nous intéresse pour vraiment Attends, observer comment t'expliques ça mathématiquement pourquoi tu rajoutes ce plus 1? Qu'est-ce que ça signifie bah, V divisé par V, ça fait 1. La première équation, la toute première équation, D'accord. tu divises par V partout. Ok. Okay. Encore une fois, une fraction, tu peux la diviser ou la multiplier par ce que tu veux, ça ne change rien. Si tu multiplies ou divises le dénominateur par la même chose que le numérateur, ça change. Donc là, j'ai divisé tout par V. Okay, c'est les mêmes équations, hein. Sauf que je les ai transformées pour rendre la chose, pour faire apparaître ce que j'ai envie de faire apparaître. Mais les deux équations sont les mêmes, strictement les mêmes. Okay. Donc le numérateur P divisé par V, c'est le taux d'exploitation, je ne m'en occupe pas. On en a parlé la dernière fois, donc je fais comme s'il était constant. Et donc les deux dénominateurs, il me reste la composition organique du capital. Plus 1. Mais le plus 1, du coup, c'est une constante, donc c'est 1. Du coup, ça ne nous intéresse pas. Donc la composition organique du capital, c'est le rapport entre le capital constant, donc machines, matières premières, toutes les consommations intermédiaires, divisé par les salaires. Et donc, pourquoi ce truc augmente? Et donc, on voit bien, déjà, on voit bien que si ce truc augmente, le profit diminue. Si le dénominateur augmente, le profit diminue. Bon, ça, les maths. Et c'est même pas si, parce qu'il augmente de toute façon. Alors oui, voilà. Alors, selon les économistes libéraux, il n'augmente pas. Oh. Non, selon les économistes libéraux, il n'augmente pas. Ça, on verra ça la prochaine fois. Pourquoi, selon Marx, augmente-t-il? Pour les raisons que j'ai données. Le but de la production capitaliste n'est pas la satisfaction d'un besoin. Le but de la production capitaliste est la production de plus-value. Et donc, finalement, de capital. Mais dans un premier temps, le capitaliste, lui, il veut produire de la plus-value. Il veut investir et puis gagner de l'argent à la fin, quoi. Tout simplement, c'est ça, quoi. Sauf qu'il est pris dans des rapports sociaux où il est soumis à des lois. Donc, il ne fait pas comme il veut. Et donc, comment fait-il pour augmenter son profit individuel? Eh bien, il faut qu'il soit plus productif que ses concurrents. Comment fait-il pour être plus productif que ses concurrents? Donc là, encore une fois, on est en train de dire des choses que le boulanger du coin comprend, hein. Comment fait-il pour être plus productif que le concurrent? Il investit dans des meilleures machines, dans des meilleures matières premières, dans des meilleures technologies. Enfin bref, il investit dans du capital constant. Pour que le travail qu'il emploie, la force de travail qu'il emploie, soit plus productive. Okay. Et donc finalement, à la fin, la marchandise qu'il va mettre sur le marché, elle aura une valeur plus faible, donc un prix plus faible. Et donc en gros, il va rafler le marché. Alors ça marche à court terme. À court terme, oui, un capitaliste rafle le marché. Il est plus productif que les autres, etc. Sauf qu'à un moment donné, si tu veux, cette technologie se diffuse, tout le monde adopte cette technologie, et on en est rendu au même stade. Lui, il en est rendu au même stade, il ne vend pas plus qu'avant, etc. Sauf que pour continuer à vendre, il est obligé maintenant d'investir dans la nouvelle technologie, qui constitue un capital constant beaucoup plus élevé. Il y en a un autre qui va réinvestir encore pour chipper le marché, donc il va être obligé de s'adapter, etc. Et donc finalement, à la fin des fins, tu achètes un capital constant qui est beaucoup plus élevé que maintenant. Bon, ça, et tout le monde peut s'en apercevoir. Il suffit d'aller dans une usine aujourd'hui et puis d'avoir fréquenté une usine il y a 20 ans. C'est beaucoup plus robotisé que maintenant. Non, est beaucoup plus robotisé que maintenant. Et bien, c'est juste ce qu'on est en train de dire. Bon, c'est pas que les robots, hein, le capital constant. Mais on parle des robots parce que c'est le truc qui vient tout à l'esprit, mais c'est pas que ça. Et donc, la composition organique du capital va augmenter. C'est-à-dire que le rapport du capital constant divisé par le capital variable, qui est le travail, va augmenter. Et donc, effectivement, le taux de profit, du coup, va diminuer, puisque ça va faire augmenter le dénominateur. Et donc, ça, c'est ce qu'on va appeler la composition organique du capital. Et donc, le vrai fondement de la baisse en du profit, c'est la théorie de la valeur. Mais statistiquement, comment est-ce qu'on peut vraiment prouver que le taux de profit baisse tendanciellement? C'est en regardant la composition organique du capital. Parce qu'effectivement, le taux de profit, il peut varier à la faveur du taux d'exploitation, comme on l'avait vu la dernière fois. Mais par contre, si ta composition organique du capital ne cesse de croître, tu peux faire ce que tu veux. Comme de toute façon, ton taux d'exploitation, tu ne peux pas l'emmener à l'infini. Un jour ou l'autre, tu vas prendre le mur.
Mm. Un jour ou l'autre, tu vas avoir des taux de profit qui vont tomber. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que par rapport, euh, par rapport à la théorie libérale qui te dit mais c'est formidable quand il n'y a plus de profit parce que du coup ça veut dire qu'on vit dans un univers concurrentiel, etc. Chez Marx, puisqu'il a défini le capitalisme, et à juste titre, comme étant l'exploitation du prolétariat par la bourgeoisie et la production en vue de produire de la plus-value, s'il n'y a plus de plus-value, il n'y a plus de capitalisme. Mm. Bien sûr. Okay, alors bon, c'est pas mécanique. On avait évoqué la dernière fois que ça peut créer des énormes problèmes. Moi, si je me propose aussi de faire ces vidéos, c'est parce que je suis très inquiet de la période actuelle. On en parle comme ça en montrant des jolis graphiques, mais Donc, quand, ça ouvre quand des possibilités révolutionnaires, mais aussi contre-révolutionnaires, quoi, pour être clair. C'est ça. Et ouais, effectivement, et s'il n'y a pas une prise de conscience, ça ira du côté de la contre-révolution. c'est un problème qu'il faut résoudre pour la bourgeoisie. Ils sont soumis à ça. C'est un problème qu'il faut résoudre. Donc, ce qu'on avait évoqué la dernière fois, hein, dans les camps, avant d'exterminer, on devait travailler. Hein, c'est pas pour rien. Ouais, c'est ça. Ah, ben, Donc, c'est très dangereux. ce que je retiens de ce que quand je discutais avec Agnella Croiris, enfin, surtout en suivant, en écoutant ses cours, elle insistait beaucoup sur le fait que le fascisme, contrairement à ce que croient les gens, n'est pas arrivé parce que les gens étaient trop, comment dire, rebelles et revendicatifs. C'est au contraire parce que les faisaient parce que c'était la logique du capitalisme poussée jusqu'au bout, qui était celle de la guerre contre le salaire. Et c'est vrai, en fait, on peut presque le vérifier à peu près dans chaque période. Évidemment, tout ça, c'est tendanciel. Mais le fascisme a eu lieu là où les classes ouvrières étaient les plus, comment dire, apaisées, en tout cas, les moins réactives à l'exploitation. Ouais. Voilà. C'est effectivement dans une période de crise comme celle-ci, il y a un mouvement de balancier. Hein. Si c'est pas la révolution, c'est la contre-révolution. Donc, tu as raison au moins d'exprimer cette inquiétude, hein, mais bien sûr, c'est pas le fin mot de l'histoire. Heureusement qu'il y a d'autres solutions, mais voilà, il serait temps de se rendre compte du problème dans un sens comme dans l'autre. Voilà. Et bon, à la fin des fins, il n'y a pas de. Moi, je suis assez thatcherien. Il n'y a pas d'alternative au sein du capitalisme. Et ça, c'est vrai, oui. Et il y en a une, c'est d'en sortir. Oui, tout à fait. Mais au sein du capitalisme, il n'y en a pas, parce qu'il y a cette loi. C'est-à-dire que justement, tous ceux qui prétendent qu'il peut y avoir des réformismes possibles, des réformismes au sens des adaptations du capitalisme, pas forcément au sens de Bernstein. Bernstein pose d'autres problèmes, mais pas celui-là. Je pense plutôt à des gens comme Keynes ou comme Piketty aujourd'hui. Enfin, bon, il y a tout un axe comme ça, Sismondi avant eux, etc. Euh, c'est que en fait, il n'admet pas le fait que le capitalisme est objectivement soumis à des lois, que ces lois doivent enfin, ces lois sont des contradictions en process. Il faut que ces contradictions se résolvent, Mm. sauf que c'est pas toujours un saut qualitatif. Enfin, si, mais ça Mm. peut être un saut vers le bas. C'est ce qu'a fait aussi un des modes de production les plus évolutifs, les plus comment dire, erratiques, hein, ça, c'est sûr, hein, par rapport au mode de production asiatique qui peut durer des Ah millions oui, d'années sans grosse augmentation des forces productives, par exemple. Hein, ouais. c'est étonnant. Et, Donc, beaucoup de gens ça reste effectivement à cet accroissement de ce qu'on dit de richesse, mais le terme économique est mal fait, mais cette activité économique débordante au départ. Et à quel prix, avec quelle contradiction? et donc, à la fin des fins, ce qui fait la fin du capitalisme, enfin, en tout cas, le mur dans lequel il bute, c'est sa logique même. C'est pas des crises extrinsèques, c'est pas des régimes politiques sur un mode un peu idéaliste, etc. Il y a une contre. Je dis pas que ça compte pas, il n'y a pas de problème, on n'est pas monocausaux, mécanistes, etc. Mais à un moment donné, il faut aussi poser la chose objective économique qui existe. Il y a une contradiction fondamentale au capitalisme. Cette contradiction, elle se manifeste dans la baisse tendancielle du taux de profit. Cette contradiction, elle doit se résoudre. Elle s'est déjà résolue dans l'histoire sous des formes qu'on n'a pas aimées et sous d'autres formes qu'on a davantage appréciées. Aujourd'hui, on en est, à mon avis, je ne fais pas de comparaison entre les années 30 et aujourd'hui, enfin, du pur point de vue économique, du pur point de vue historique, je ne suis pas suffisamment historien pour le faire. Mais en tout cas,
du point de vue des contradictions économiques, on en est à un moment où il peut se passer des choses très graves. On en est à un stade monopoliste fabuleux, enfin fabuleux, Hmm. pas au sens. Inouï, enfin, jamais vu, Oui, ouais. voilà, inouï, c'est pas au sens où ça m'émerveille, hein, mais Hmm. on est. Mais tu as raison, la dernière fois, tu parlais du fait qu'on n'était pas sorti c'est l'impérialisme qui caractérise notre période. Il n'y a pas de stade néolibéral, etc. Non, non, Donc simplement, oui, c'est sous voilà. une autre forme, sous un autre rapport, mais c'est une situation, oui, qui de toute façon, au moins, est très comparable à celle d'avant la guerre de 14, oui, en termes de Voilà. Et monopole. c'est pour ça aussi que je pense que tous ceux qui sont effrayés, parce que du coup, effectivement, c'est effrayant quand on voit des monopoles comme ça, quand on voit des profits, bien que le taux de profit soit faible, les profits sont élevés. Il n'y a pas de contradiction entre les deux. Hmm. C'est un taux dont on parle. C'est pas un profit en tant que tel, c'est un profit rapporté Hmm. à l'investissement produit. Donc, effectivement, quand on parle des dividendes, etc., qui n'ont jamais été aussi élevés que ça, c'est le profit en lui-même, c'est pas le taux de profit. Hmm. Ça peut être effrayant, et puis on peut se dire, oh là là, l'horizon de l'émancipation, c'est pas pour après-demain. En fait, on n'en a jamais été aussi proche enfin, du point de vue des conditions objectives économiques. C'est ça. C'est beaucoup plus facile de faire le socialisme maintenant que pendant la Commune de Paris. Exactement. Et puis surtout, bon, ce que tu décris bien, un aspect totalement mécanique, c'est une véritable machine. Alors heureusement, face à la machine, il y a toujours l'être humain. Il y a non seulement la contradiction entre la bourgeoisie et le prolétariat au niveau mondial, mais c'est même une logique qui est humaniste au sens propre. C'est-à-dire c'est reprendre le contrôle d'une machine, en fait. Donc sortir de ce mode de production. Parce qu'effectivement, la logique poussée jusqu'au bout, c'est celle de l'impérialisme et du fascisme. Ah oui, oui, tout à fait. C'est très clair. Tout à fait. Et Et donc, alors, ce qu'il faut pardon. bien comprendre, c'est, à mon avis, une phrase définitive. Donc, je sais pas, j'ai pas l'hypermnésie de Pagani, donc moi je lis les livres, je n'arrive pas à les retenir. Mais enfin, je dis pas qu'il les lit pas, mais je dis que quand je le C'est des cite, je suis trucs de obligé de prof, lire. hein, mais bah, il est brillant, bien sûr, mais c'est des trucs de prof. donc, comment, dans le chapitre 15 du livre 3, qui s'appelle La baisse tendancielle taux de profit, la loi de la baisse tendancielle taux de profit, une phrase définitive: la véritable barrière de la production capitaliste, c'est le capital Capitalisme lui-même. lui-même. Pourquoi? Parce qu'on voit bien que du coup, à quoi mène, avec ma composition organique du capital, la fin de la production, c'est la plus-value. La conséquence, c'est une accumulation folle de capital. Et c'est de cette accumulation même de capital que vient la baisse tendancielle du taux de profit. Et la baisse tendancielle du taux de profit, elle vient elle-même finalement de la recherche du profit. C'est ça. Et donc, il y a une contradiction fondamentale. Ouais. Et bon, je ne vais pas lire tout le paragraphe, c'est page 244 de mon édition, c'est chapitre 15 du livre 3. Mais vraiment, c'est ça. Est-ce qu'on peut conseiller à des gens qui veulent rentrer dans le capital de commencer par ce chapitre? Je ne crois pas, parce qu'il faut Sur avoir la théorie de la compris. valeur, sur ce que tu as expliqué sur la théorie de la valeur. Je ne crois pas. D'ailleurs, je suis pas sûr d'avoir été très performant sur l'explication de la théorie de la valeur, parce que Euh, en fait, je pense qu'il faudrait avoir lu que le premier livre, et puis s'arrêter. Parce que justement, quand je l'expliquais, il y a tous les trucs qui me venaient en tête. Je me dis, ah, ça, faut pas que je le dise, ça, faut pas que je le dise, parce que sinon, on va se perdre. Du coup, je sais être lacunaire. Mm. Non, je pense qu'il faut le lire dans l'ordre. Oui, Il faut le oui. lire dans l'ordre parce qu'il commence par la théorie de la valeur, et c'est pas pour rien. C'est pas pour rien. Et à mon avis, alors, c'est très difficile de se mettre dans le corps d'un autre. Mais depuis le corps d'un économiste qui a reçu l'enseignement néoclassique, Mhm. bon, c'est évident. Parce que c'est de là que tout part. C'est notamment de là que tout part pour deux raisons. Premièrement, parce qu'elle est fondamentalement opposée à la théorie néoclassique, alors même que la théorie néoclassique se prétend postérieure. En fait, elle est postérieure d'un point de vue purement chronologique, mais du point de vue des idées, elle est largement Et antérieure. surtout rétrograde, oui. C'est comme si moi, aujourd'hui, j'écrivais un papier en physique pour dire que la Terre est plate, et dire, oui, mais moi, j'écris 500 ans après Galilée, donc je suis postérieur. Mhm. C'est pas parce que Ouais. j'écris après que c'est postérieur. Mhm. Euh, Oui, Ça, c'est et des puis deux. apologètes, hein. Je crois que c'est une catégorie qu'emploie Lukács, mais même aussi Marx, hein. Ils font l'apologie du capital, ils l'expliquent pas. C'est vraiment Exactement. classique, quoi. Voilà, c'est ça, Encore avec un point de vue scientifique, quoi. ils sont BA. Et puis parce que aussi, dans la théorie néoclassique, en plus, la théorie de la valeur, on t'en parle pas finalement. On ne te fait qu'un point de vue intuitif. Et à mon avis, du coup, ce truc-là est l'économie de marché, qui est en gros la théorie de la valeur néoclassique. Mhm. Pour moi, c'est un inconscient bourgeois pur. Ouais, c'est ça. C'est une bourgeoisie qui se sent acculée par un prolétariat qui a conquis quelque part du gâteau au XXe siècle,
Et du coup, elle dit, bah, c'est bon, fermez le banc, vous êtes des consommateurs, c'est vous qui déterminez la valeur, arrêtez de progresser, on y est arrivé, les gars, quoi. Mhm. Pour moi, il y Oui, a quelque chose de, enfin, c'est un peu grossier ce que je dis, mais pour les avoir connus, il y a vraiment ça. Quand tu vois les exemples qu'ils te donnent à l'université, quoi, ils te disent, imaginez-vous aller acheter votre baguette de pain, bon, vous voyez, c'est ça qui fait la valeur. Tu sors de là, tu dis, merde, le mec, il t'explique le capitalisme comme ça, tu dis, quand même, c'est quand même un peu. Puis après, il part dans des équations terribles, dans des mathématiques fumeuses, qui sont pas si compliquées que ça. En plus, c'est vrai, là, pour le coup, c'est vraiment de l'ésotérisme. Et tu comprends que dalle. Et dans ce que je disais en préambule de la première vidéo, finalement, il ne reste plus que la logique du raisonnement. Il n'y a plus rien. Sinon, il n'y a plus rien. Il n'y a plus de réel. oui, c'est ça. Donc, oui, il Et ce faut. qui, et ce qui fait la grande différence avec Marx, et c'est pour ça que j'encourage à lire Le Capital, mais dans l'ordre, c'est le fait qu'il part de quelque chose qui est plutôt abstrait, mais finalement, bah, notamment dans la loi de baisse essentielle de tout profit, euh, quand on est un peu au courant de ce qui se passe économiquement dans le monde, ça se concrétise très rapidement, finalement. Et ça se concrétise parce qu'il y a une théorie de la valeur à la base. C'est une théorie de la valeur qui est éminemment dialectique. Hein. Euh, Ça, c'est ce qu'il faudrait dire aussi à des marxistes occidentaux. Je pense que, bon, peu importe. Ça, il Bah, faut les qu'ils. marxistes occidentaux, ils sont pas contre la dialectique, ils sont contre la dialectique de la nature. Ça, c'est peut-être un autre. Ouais, mais même la dialectique en tant que telle, enfin, moi j'en ai vu. Enfin, moi, les marxistes occidentaux, ça dépend desquels on parle. Moi, je parle notamment des économistes anglo-saxons que je connais. Le simple fait que le capital soit un rapport qui prend différentes formes, Ah, c'est trop dialectique pour eux, ouais. ça les dépasse. Hein. Ça les dépasse. Hein. Ouais, peut-être les marxistes analytiques, enfin, les dit, je ne connais pas bien, mais oui. Ah non, mais eux, non, non, les marxistes Oui. analytiques, non, là, c'est pas. Là, c'est non. Là, il ne reste. Là, il n'y a plus rien de Il n'y a marxiste. plus de marxisme, oui, c'est ça. Ouais. Non, là, c'est des délirants. Pour moi, c'est des Rawlsiens, ces gens-là. C'est des gens qui sont dans les pas de John Rawls, qui écrivent une théorie de la justice sur un coin de table. Mais je t'assure, il faut lire les papiers, c'est délirant. En France, le mec le plus connu qui fait ça s'appelle Marc Fleurbet, un mec complètement halluciné. En fait, ils écrivent, je t'assure, les premiers, je pourrais t'en envoyer si tu veux, mais Mhm. première ligne du papier. Alors, supposons une fonction de répartition de la richesse. Alors, du coup, après, on va réfléchir, est-ce que c'est juste, est-ce que c'est pas juste, est-ce que c'est mathématiquement faisable ou Ah pas oui, oui, faisable. d'accord, oui, oui. Oui, Alors, donc, oui, l'hypothèse, déjà, oui. voilà, à qui il faut donner quoi, etc. C'est C'est des arrière-mondes, oui, finalement. Oui, exactement, ouais, c'est ça, c'est ça. Bon, et, bon, et- ils font pas de mal. Hein. Franchement, ils sont pas influents. oui, 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 c'est vrai, là, c'est un peu anecdotique par rapport à ce que tu prépares dans la quatrième étape. On va partager l'écran parce que tu m'as Ouais, envoyé un joli petit graphique, là encore, ouais. qui est bien Donc, descendant. Là. la composition organique du capital, donc elle augmente pour les Oui, raisons que alors je là, dis. ce qui est intéressant, parce que ça, c'est absolument précieux, je disais, par rapport Ouais, à tous les cours de marxisme habituel, quel que soit le temps qu'on y passe, c'est que bah, tu vois, tu es ouais. économiste de profession, donc tu vois ce qu'on peut chiffrer, ce qu'on peut. Mm. Tu trouves Voilà. mais tu m'as dit que Donc c'est ça, compliqué à définir la composition. ouais, c'est plus compliqué à définir pour plusieurs raisons. C'est-à-dire que premièrement, c'est pas pour rien qu'à chaque fois que j'ai parlé de capital constant, j'ai parlé de machine, etc. Parce que c'est ce qu'on a en tête. Mais en fait, c'est très loin d'être ça. Surtout à l'ère immatérielle, les logiciels, tout ça, tout ce qui est trait informatique, c'est du capital constant. C'est aussi de l'investissement qui n'est pas du capital variable. Mais dans les données, on a difficilement, par exemple, si tu regardes ce qu'on appelle la formation brute de capital fixe, dans les données de comptabilité nationale, ça commence à être pris en compte, mais ce n'est pas pris en compte, donc c'est absent. Mhm. Deuxièmement, il y a une très grande confusion dans ceux qui font ce genre de données entre capital fixe et capital constant. Le capital constant, encore une fois, c'est constant, pas parce que ça reste en place. Chez Marx, hein, c'est pas une théorie substantialiste, hein, c'est ça qu'il faut bien comprendre. Voilà. C'est constant parce que la valeur qui est incluse dans ce capital est intégralement et uniquement transmise à la marchandise, contrairement au capital variable, encore une fois, qui est le travail et qui produit une survaleur. Mhm. Donc, dans les données, c'est très difficile à choper. Et donc, souvent, on se limite au capital fixe Mhm. quand on définit le capital constant. Alors, il y en a qui le font tout en le sachant. Il y en a qui le font sans le savoir. C'est-à-dire, il y en a qui font cette erreur, mais sans l'avoir. Mais bon, à la fin des fins, c'est pas grave. Quand il s'agit de faire un graphique, peu importe si le gars il est au courant ou pas qu'il fait l'erreur, de toute façon, le graphique revient au même. OK. Enfin, il faut bien voir que là, le graphique qu'on présente, il faut regarder la ligne rouge, pas la ligne verte. Parce qu'en fait, la ligne verte, bon, c'est un truc totalement abstrait. C'est la matérialisation,
composition organique du capital. En plus, cette ligne verte, elle ne tendrait pas à prouver grand-chose puisqu'elle est stable, en fait, hein, d'une certaine manière. Donc, oui, mais en plus, ça ne veut pas dire grand-chose parce que c'est le nombre de machines, etc. Enfin, ça ne veut pas dire grand-chose. Qu'est-ce que ça veut dire, un nombre de machines? Je veux dire, entre un aspirateur et une machine que tu mets dans une usine, entre un aspirateur et un réacteur nucléaire, tu vois, c'est une machine. Donc, c'est la ligne rouge qu'il faut regarder. La ligne rouge, c'est la valeur. C'est-à-dire, en gros, combien j'ai acheté. Enfin, du coup, ce n'est pas l'aspirateur et le réacteur nucléaire, c'est le prix du réacteur nucléaire et le prix de l'aspirateur. Ça a déjà un peu plus de sens. Divisé par la valeur du travail. Et donc, c'est pareil en vert. Le travail, bon, peu importe. Encore une fois, il ne faut pas regarder la ligne verte, il faut regarder la ligne rouge. Et donc, on voit que la composition organique du capital augmente tendanciellement. Donc, ça, c'est pour les États-Unis, 1964-2007, et c'est toujours pas de mon fait. Hein. On peut descendre un peu pour mettre la source. Je ne veux pas voler un travail qui n'est pas le mien. Oui. Lefteris sulfidis. Ouais. Bon. Review of Radical Political Economics. C'est une revue, j'encourage à lire. C'est une revue académique, mais qui n'est pas trop mal. Où là, justement, il y a pas mal de marxistes occidentaux. Radical, c'est fort chez eux. Hein. C'est pas le parti radical chez nous. Non, oui, c'est clairement des mecs de gauche. Hein. Alors, du coup, ils sont assez peu nombreux. Ce gars-là, là, c'est un Macédonien. Bon, bref, peu importe. Donc oui, la composition organique du capital, elle est difficile à regarder pour la raison que je viens d'invoquer. Premièrement, statistiquement, elle n'est pas facile à regarder. Deuxièmement, c'est là où vraiment la notion de tendance prend tout son sens. Quand bien même on voudrait regarder vraiment une augmentation, une tendance à la hausse de la composition organique du capital, sur certaines périodes, et pas des moindres, ce serait beaucoup moins clair que celle-ci, qui est un pays particulier, pour une période particulière, pour la raison suivante. Qu'est-ce qu'on a au numérateur de la composition organique du capital? On a des machines, des matières premières, etc., mais qui sont elles-mêmes des marchandises à l'origine. Dans le deuxième cycle de production, quand elles rentrent dans l'usine pour devenir des moyens de production, elles deviennent du capital constant. Mais avant ça, quand elles ont été achetées avant d'être mises dans l'usine, c'était des marchandises. Et donc, comme toute marchandise, leur prix, leur valeur, on avait dit que par hypothèse, on mettait prix égale valeur, leur prix, c'est leur contenu en travail social moyen nécessaire. Avec le progrès technique, ça diminue. Donc la valeur même du capital constant diminue. C'est aussi une des raisons, là je ne l'ai pas fait parce que c'est très technique, c'est une des raisons aussi pour lesquelles le taux de profit se maintient depuis 30 à 40 ans. Depuis 30 à 40 ans, et notamment avec l'arrivée de l'informatisation, etc., la valeur du capital constant, ce que les économistes bourgeois appellent le prix de l'investissement, chute énormément. Ce qui permet, comment ça s'appelle? Ça s'appelle une dévalorisation de capital. Dévalorisation. Donc, du coup, quand tu regardes tes données, tu as des grands cycles, mais là, pour le coup, c'est des grands cycles, 40, 50 ans. Tu as un grand cycle aussi qui avait été fait fin 19e, où tu as une composition organique du capital qui est stable, voire qui diminue. Mais elle est stable, elle diminue du fait même de l'augmentation de la productivité du travail, qui est elle-même le fruit de l'augmentation en investissement, qui est elle-même le fruit de la recherche de la plus-value, etc. Ce n'est pas un serpent qui se mord la queue, c'est une contradiction. Et c'est une contradiction qui finalement poursuit la tendance, parce que comme tout, le prix de l'investissement, il a une limite. C'est zéro. Okay, ce qu'il faut bien comprendre avec les tendances, c'est que dans un rapport numérateur-dénominateur, de même que tout à l'heure, le numérateur qui était le taux d'exploitation, j'ai dit bon, je ne m'en occupe pas, parce que de toute façon, certes, il peut varier, mais il est limité, il ne peut pas aller à l'infini. Là, le prix du capital constant, c'est pareil. Certes, il peut varier, certes, il peut se dévaloriser, okay, et donc, de ce fait, maintenir le taux de profit. Mais c'est pareil, ça a une limite. Il faut bien comprendre ça. On n'est pas dans un... Et là, pour le coup, on progresse un peu par rapport à ce qu'on dit depuis le début, où on avait l'impression d'être un peu mécaniste. C'est pas un mécanisme. C'est un peu la figure de la spirale, c'est-à-dire que
on ne peut pas regarder la spirale, disons, de face et voir un truc clair, une ligne qui monte comme ça, ou la regarder de dessus et puis voir un cercle, un truc qui tourne en rond. Il y a vraiment quelque chose où il y a des grands cycles, où effectivement, tu vas avoir des compositions organiques du capital qui vont décroître, puis recroître, etc. Sauf que, et je termine, sauf qu'elles ne se reproduisent jamais dans les mêmes conditions. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu peux avoir des taux de composition organique du capital qui sont à peu près équivalentes à celles que tu avais fin 19e, début 20e, mais avec une concentration du capital beaucoup plus grande, avec une socialisation de la production beaucoup plus grande. C'est pour ça, au début, au tout début de la première vidéo, je prenais mon image de la tectonique des plaques, parce que c'est une image que j'aime bien, parce que la contradiction, elle est toujours là. Donc, tu as l'impression qu'elle se reproduit toujours, mais elle ne se reproduit jamais dans les mêmes conditions. Il y a une dérive des continents. Et la dynamique du capitalisme, c'est un peu ça. Est-ce qu'on aura des courbes justement sur au moins 200 ans ou sur 150 ans, un peu comme tu avais montré avec la baisse entière du taux de profit? Parce que là, il y en a, mais j'y il y a crois des pas. sortes de grands cycles Kondratiev, quoi, de crise, quoi, qui de toute façon font. Sur la composition organique du capital, il y en a, mais j'y crois pas du tout. Ouais, c'est très difficile à chiffrer. Je ne les montre pas. Il y en a qui le font, les mêmes que j'ai, notamment Esteban Maito, dont j'ai parlé la dernière fois. Autant ces données sur le taux de profit me semblent très convaincantes, autant quand il isole la composition organique du capital, ça me paraît. Vraiment, c'est trop beau pour être vrai, à mon avis. Parce que tu vois même pas les guerres mondiales dans ces trucs. Donc, bon. C'est quand même particulier. Bref, remonte un peu s'il te plaît. Donc, si on reprend la première équation, profit, donc pi, là, égale P divisé par C plus V. Comment on fait pour augmenter le taux de profit? On dévalorise C et V. Dévaloriser V, ça veut dire augmenter le taux d'exploitation, ça veut dire diminuer les salaires jusqu'au camp d'exploitation. Dévaloriser C, c'est ce qui se passe en ce moment. C'est ce qui peut se passer en temps de crise, en temps de guerre. Ouais. C'est ça qui justifie l'impérialisme. Pourquoi y a-t-il de l'impérialisme? Parce qu'il faut dévaloriser C. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que C, il n'augmente pas quand j'achète plein de machines. Oui, si le prix est constant, quand j'achète plein de machines, le C augmente. Ouais, sauf que je peux aussi conquérir plein de machines à pas cher. Notamment la grande braderie à l'Est dans les années 90. C'est ça. Okay. Faire des guerres. Et qui, malgré tout, comme tu disais dans la première partie, a à peine remonté le profit. Oui. Ça se voit à peine. Oui, bien sûr. Tellement c'était en crise. Oui, bien sûr. Pourtant qu'elle est pleine. Et sans compter toute la main-d'œuvre ultra formée. Bien sûr. Et tellement c'est toujours en crise. Okay. Et donc c'est pour ça que je suis un peu inquiet. C'est que pour résoudre ce problème, il faut dévaloriser le dénominateur. Alors vu comme ça sur une équation, on se dit oui, bon, valoriser un dénominateur, pourquoi pas. Sauf que dévaloriser le dénominateur, là, dévaloriser V, ça veut dire augmenter encore le taux d'exploitation. Pourquoi pas jusqu'au camp. Métro, boulot, dodo, mais que du métro, que du boulot, que du dodo. Dévaloriser C, ça veut dire organiser l'impérialisme. Clairement. C'est très clair. Oui, tout à fait. Bah, c'est des tendances. Et heureusement, il y a des contre-tendances qui sont aussi le fait même que ce mode de production n'est pas éternel. Hein. Ça, il faut aussi peut-être le préciser parce qu'on oublie ça, c'est que justement, il y a un caractère totalement transitoire. C'est pas de tout temps et de toute éternité. Hein. Voilà. Et puis, regarde, un autre exemple, dévalorisation de C. Qu'est-ce que ça peut être la dévalorisation de C? La braderie des autoroutes, par exemple. Bon, ça a l'air anecdotique, ça. Bon, pas totalement. Quand on a bradé nos autoroutes, ça a été chiffré, je crois que ça a été vendu à 20% de sa valeur, un truc comme ça. Hein. En France, on parle de la France, là. On parle pas d'un pays du tiers-monde avec des capitalistes compradors, avec des armées à la porte. Non, on parle de la France. Tout ça s'est fait sur les bancs de l'Assemblée. Ils ont acheté les autoroutes, je crois, je dis peut-être une connerie, mais je crois me souvenir 20% ou leur dévalorisé de 20%, je ne sais plus. Enfin, bon, bref, c'était scandaleux de toute façon. Qu'est-ce qu'ils ont fait? En fait, ils ont acheté du capital constant en dessous de leur valeur. Donc, ils ont dévalorisé le capital constant. Ils vont faire pareil avec l'école, ils vont faire pareil avec l'hôpital, ils vont faire pareil. Okay, c'est de ça dont on est en train de parler. Pourquoi il y a des tricotages des services publics? Mais parce que ça permet d'acheter du capital constant à pas cher. Ça permet de dévaloriser le capital.
donc, dernier graphique, Oui, tout en bas. Alors, pour dire que les économistes bourgeois sont d'accord avec nous. Alors, ça représente ce que les. Donc là, j'ai pas mis de source parce que c'est des données publiques. il y a Ça, c'est marqué sûr. source Ameco Databank Ouais, pour c'est la source de la base de données. D'accord. Donc ça, c'est un gars qui a fait ça sur Wikipédia, mais en fait, il a juste mis les données sur Excel et puis il a fait grapher les données parce que en fait, les données, elles sont données directement par la Commission européenne. Donc, qu'est-ce que c'est que ce truc-là, ce truc affreux? C'est l'efficacité marginale du capital, selon les keynésiens. Alors, c'est pas une composition organique du capital. Okay. Et encore une fois, la vraie composition organique du capital, dans les données, c'est très difficile à avoir. Pour d'autres raisons que je n'ai pas évoquées encore, un temps de circulation du capital, etc. Encore une fois, ça nous emmènerait dans des trucs trop techniques. Mais ça, à mon avis, c'est la donnée dans l'économie bourgeoise qui se rapprocherait le plus de ce qu'on voudrait voir. En fait, ça, c'est l'inverse de la composition organique du capital. C'est le changement de PIB divisé par le changement du capital constant. Alors, ce qu'ils appellent capital constant chez eux, c'est capital fixe, en fait, hein, c'est des machines, etc. C'est l'investissement brut, ouais, pur et dur. Bon, en gros, qu'est-ce que ça veut dire que la courbe décroît partout? Ça veut dire que pour augmenter le PIB de 1%, au fur et à mesure des années, je suis obligé d'augmenter mon capital de plus en plus. Donc, à taux d'exploitation constant, ça veut dire que pour dégager la même plus-value, je suis obligé d'investir de plus en plus. Et donc, donc, ça dit quelque chose sur la composition organique du capital, à contrario, quoi. Enfin, c'est l'inverse. C'est l'inverse, l'inverse. voilà. Voilà. C'est un peu enfin, c'est pas exactement l'inverse. Encore une fois, c'est à mon avis ce qu'on peut faire de mieux dans les données bourgeoises euh, pour, euh, pour regarder ce qu'on aurait envie de regarder. Et c'est à peu près ce qu'on aurait envie de regarder, à beaucoup de codicilles près, mais sur un séminaire de 2 heures avec des équations et des gens qui titillent, je suis prêt à le défendre. Ça, c'est l'inverse de la composition organique du capital. Encore une fois, ça veut dire que pour augmenter le PIB d'1%, plus la courbe décroît, plus je suis obligé d'augmenter mon capital d'un gros volume. Donc, à l'inverse, ça veut dire quoi? Ça veut dire que à taux d'exploitation donné, ça veut dire que pour garder une plus-value donnée, je suis obligé d'investir de plus en plus dans le capital constant. Donc, une plus-value donnée divisée par un capital constant qui augmente, ça fait un taux de profit qui baisse. Oui, c'est logique. Oui, tout à fait. Ah, je vois, oui, effectivement, là, il y a une chute vertigineuse après la crise, quoi, la dite crise, mais qui n'est qu'une partie de la crise. Ça, c'est parce que le PIB a chuté. Non, Bon, voilà, je pense qu'on a déjà fait pas mal de temps sur un sujet. Ah oui, Je sais pas si j'ai été monstrueusement clair. J'invite à lire le premier livre du Capital sur la théorie de la valeur. bien sûr, non, mais et puis ça, ces graphiques aussi sont quand même très parlants. Hein, voilà. Et j'invite aussi sur les 2 premières vidéos, on a été assez un peu froid, un peu distant, etc. Peut-être remis un peu de chaleur. Il y a quand même de quoi s'inquiéter. Ils sont aux abois, vraiment. Oui, non, mais je pense qu'il faut aussi une prise de conscience collective de ces enjeux, quoi. Donc, voilà. Et on a raison de le faire de toutes les manières. Et même si c'est fait en 1 heure et demie, c'est fait en 1 heure et demie. Et je sais que tu n'es pas à le faire en 10 heures, en 15 heures. Donc, on commencera de toutes les manières. Mais voilà, on changera d'angle, en tout cas, la semaine prochaine. Voilà. Et Ça écoute, marche. on te remercie, Antoine, parce que c'est absolument passionnant. À la prochaine. Salut Émeric. Au revoir à tous.